Par un froid après-midi de décembre à Sycamore, Illinois, une petite fille est sortie de chez elle pour rapporter un uniforme de fanfare de lycée, et n'est jamais revenue. Des témoins l'ont vue monter dans la voiture d'un étranger, un homme que tout le monde appelait Johnny. Des mois plus tard, son petit corps sera retrouvé abandonné dans un champ. Et plus d'un demi-siècle plus tard, quelqu'un sera condamné pour son meurtre avant que le système judiciaire n'annule tout. C'est l'histoire de Maria Elizabeth, une enfant dont l'affaire a été résolue, puis non résolue, puis rouverte, laissant une ville hantée pendant plus de 65 ans. Avant d'aller plus loin, merci de cliquer sur j'aime, like, pour que plus de gens puissent voir cette affaire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées, afin de ne jamais manquer une enquête sur une affaire classée, Cold Case. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le 3 décembre 1957 commença comme n'importe quel autre jour dans la ville tranquille et saupoudrée de neige de Sycamore, Illinois. C'était l'image même de l'innocence américaine de l'après-guerre, une ville de 7000 habitants où le crime était quelque chose qui se passait dans des villes lointaines et sombres, pas ici. Dans ce monde, les parents faisaient confiance à leurs voisins, les enfants couraient librement et les portes restaient souvent non verrouillées. Maria Elizabeth Ridulph, connue de tous sous le nom de Maria, était une fillette de 7 ans, heureuse et pleine d'énergie. Sa mère, Frances, et son père, Michael, la décrivaient comme sans cesse curieuse, une étincelle brillante dans la famille, une fille qui voulait toujours faire juste une chose de plus avant de rentrer. La maison des Ridulph se trouvait sur Center Cross Street, une rue de quartier paisible. Cet après-midi-là, l'air était glacial, avec une nouvelle couche de neige au sol qui étouffait les bruits de la ville. Maria a mis son manteau, ses moufles et son enthousiasme, elle voulait sortir jouer dans la neige avec sa meilleure amie et voisine, Cathy Sigmund, 8 ans. Frances Ridulph les regarda partir, deux petites silhouettes dans le vaste paysage blanc du jardin. Le soleil se couchait déjà, comme il le fait en hiver dans le Midwest, projetant de longues ombres bleues sur la neige. Les lampadaires s'allumèrent en vacillant, leur lueur jaune et chaude créant de petites piscines de lumière. La température chutait rapidement, bien en dessous de zéro. Pourtant, les enfants riaient en jouant à un jeu qu'ils appelaient les camions au coin de leur rue, leurs empreintes formant de petits cercles chaotiques dans la neige fraîche. Rien ce soir-là ne semblait dangereux. Rien ne semblait anormal. Rien n'avertissait la ville de Sycamore qu'un cauchemar était sur le point de commencer. Cathy Sigmund, dans un témoignage donné des années plus tard, racontera les moments qui ont suivi avec une clarté effrayante. Vers 18 h, alors que les filles jouaient près d'un poteau électrique, un jeune homme s'est approché d'elle depuis l'autre côté de la rue. Il a souri, d'un sourire amical et non menaçant. Il semblait avoir une petite vingtaine d'années, mince, les cheveux foncés et une voix douce et amicale. Il s'est présenté simplement comme Johnny. Il s'est agenouillé à leur niveau, se joignant à leur jeu. Il a demandé si les filles aimaient les poupées. Il a plaisanté avec elles. Et puis il leur a proposé de les porter sur son dos, tour de cochon. Dans le contexte de 1957, ce n'était pas le signal d'alarme immédiat et terrifiant que ce serait aujourd'hui. Il ressemblait à un grand frère, un gamin du quartier. Mais il leur a ensuite posé une question étrange. « Voulez-vous faire un tour, en voiture ?» Cathy, étant plus âgée d'1 an, a immédiatement dit non. Maria, qui était naturellement confiante, sociable et n'avait que 7 ans, a hésité. Johnny, Harry, s'est penché et lui a de nouveau proposé de la porter sur son dos. Maria a accepté, grimpant sur son dos. Il l'a portée sur une courte distance au bout de la rue et l'a ramenée. À ce moment-là, Cathy Sigmund a pris une décision qui la hanterait pour le reste de sa vie. Elle réalisa qu'elle ne portait pas ses moufles et que ses mains gelaient. Elle a dit à Maria et à Johnny qu'elle rentrait chez elle en courant pour les prendre. Elle est partie pour seulement 2 ou 3 minutes, 5 tout au plus. Quand elle est revenue au coin de la rue, le monde avait changé. Maria avait disparu. Johnny avait disparu. Les seules choses qui restaient étaient les empreintes de pas dans la neige, qui semblaient s'arrêter, et le son du vent froid. Cathy, confuse, a couru à la maison des Ridulph et a frappé à la porte, demandant si Maria était là. Elle n'y était pas. Lorsque Maria n'est pas rentrée pour le dîner, Frances Ridulph a d'abord supposé que sa fille avait simplement perdu la notion du temps chez une amie. Mais alors que les minutes s'étiraient en 1 heure, et que la soirée se transformait en une nuit sombre et glaciale, cette supposition désinvolte s'est figée en peur. À 20 h, le quartier était réveillé et actif. Les voisins parcouraient les rues avec des lampes de poche, leurs faisceaux coupant l'obscurité, criant le nom de Maria. À 22 h, Frances Ridulph, désormais en état de panique totale, a appelé la police. À minuit,
La police de l'État de l'Illinois était impliquée. À l'aube, ce qui avait commencé comme une petite recherche de quartier s'était transformé en l'une des plus grandes enquêtes sur la disparition d'un enfant de l'histoire de l'État. La petite ville de Sycamore est devenue le visage national de la pire peur de tous les parents. Des centaines de bénévoles, y compris des agriculteurs locaux, des lycéens et des ouvriers d'usine, se sont déployés pour fouiller les champs, les arrière-cours, les granges, les berges gelées et les voies ferrées qui traversaient la ville. Des hélicoptères survolaient la zone, leurs rotors battant contre l'air froid. Les State Troopers, policiers d'État, ont fait du porte-à-porte, interrogeant chaque résident. Le FBI, sous la direction personnelle de J. Edgar Hoover, a été appelé. Sycamore, la ville aux portes non verrouillées, a changé du jour au lendemain. Les parents ont verrouillé leurs portes, beaucoup pour la première fois de leur vie. Les enfants étaient gardés à l'intérieur, leurs jeux soudainement confinés au salon. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Chaque voiture de couleur sombre, chaque visage inconnu, était une source de suspicion. Et Cathy Sigmund, elle-même une enfant, a dû s'asseoir avec des détectives au visage sévère et décrire « Johnny ». Elle a décrit son visage, ses cheveux, sa voix, sa silhouette mince. À partir de sa mémoire, un portrait robot a été créé. Il a été diffusé dans toute la région, reproduit dans les journaux de Chicago à Des Moines. Mais les semaines ont passé. Noël est arrivé, et les cadeaux de la famille Ridulph pour Maria sont restés non ouverts. Puis les mois. La neige a fondu, et la piste de Maria est devenue froide, a disparu. Le 26 avril 1958, 5 longs mois après la disparition de Maria, un couple de Rockford cherchait des champignons dans une zone rurale et boisée près de Woodbine, Illinois, à plus de 160 km de Sycamore. Sous un enchevêtrement de broussailles et de feuilles, ils ont trébuché sur quelque chose. C'étaient les restes squelettiques d'une jeune fille. Le corps était décomposé, laissé aux éléments d'un hiver rigoureux. Mais les vêtements en lambeaux étaient toujours là. Un sous-vêtement. Un bouton. De manteau. Les dossiers dentaires confirmeront bientôt ce que la famille Ridulph craignait déjà dans son cœur, c'était Maria. Son corps avait été jeté dans une zone désolée et isolée, loin de chez elle. En raison de la décomposition avancée et de la science médico-légale primitive de l'époque, la cause exacte du décès n'a pas pu être déterminée, bien qu'il ait été classé comme un homicide. La nation a pleuré avec la famille Ridulph. L'affaire était devenue si symbolique de l'innocence perdue que le président lui-même, Dwight D. Eisenhower, a envoyé un télégramme personnel de condoléances. Pourtant, même avec l'attention nationale et l'implication du FBI, l'enquête a piétiné. Il n'y avait pas de suspect solide. Il n'y avait pas de témoin fiable à part une enfant. Il n'y avait aucune preuve matérielle. Et il n'y avait pas de réponse. L'affaire de Maria est devenue une légende, une histoire de fantôme. C'est devenu l'un des plus anciens meurtres d'enfants non résolus de l'histoire américaine. Jusqu'à ce que quelqu'un se manifeste, des décennies plus tard. Pendant des années, un nom avait parfois fait surface dans les chuchotements et les vieux dossiers de police, John Tessier. C'était un jeune homme local, âgé de 22 ans à l'époque, qui avait vécu à Sycamore. Il correspondait à l'âge approximatif décrit par Cathy. Il avait les cheveux foncés. Il était connu dans la ville. Mais l'enquête initiale de 1957 l'avait rapidement innocenté. Il avait un alibi solide et vérifiable. Le jour de l'enlèvement, Tessier était membre de l'US Air Force, stationné à Rockford, à 65 km de là. Il avait des documents et des témoins prouvant qu'il était en déplacement le jour de l'enlèvement. Affaire classée. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Des décennies ont passé. Les détectives ont pris leur retraite. Les classeurs sont devenus des reliques poussiéreuses. John Tessier a changé son nom en Jack McCullough et a vécu sa vie dans l'État de Washington. Puis, en 1994, la mère de Tessier, Eileen, approchait de la mort. Dans une conversation cryptique et angoissée avec sa fille, elle a murmuré un message, « C'est John qui l'a fait ». Mais elle ne parlait pas de Maria. Elle parlait de quelque chose impliquant des abus sexuels contre ses propres filles. Et pourtant, des années plus tard, cette déclaration sera sortie de son contexte, mal interprétée par un enquêteur, et transformée en une supposée confession sur son lit de mort liée à l'affaire de Maria. Le temps a brouillé les pistes. Les souvenirs se sont tordus. Et une affaire déjà fragile est devenue incroyablement compliquée. En 2008, l'affaire a été officiellement rouverte. Cathy Sigmund, maintenant une adulte nommée Cathy Chapman, a été réinterrogée. On lui a montré une vieille photographie de John Tessier datant de 1957, maintenant connu sous le nom de Jack McCullough.
Ce n'était pas une séance d'identification, tapissage, c'était une seule photo. Elle a regardé le visage du jeune homme en uniforme militaire. Et, submergée par les émotions de cette nuit d'hiver, elle a dit qu'elle reconnaissait Johnny. Sa mémoire, vieille de plus de 50 ans, est devenue la seule et puissante pierre angulaire d'une nouvelle enquête. Les procureurs, armés de cette identification et de la confession sur lit de mort mal interprétée, sont allés de l'avant. En 2011, Jacques Msekulug, un homme de 72 ans vivant dans une communauté de retraités à Seattle, a été arrêté et inculpé de l'enlèvement et du meurtre de Maria Ridulph, 7 ans. Cela a été salué comme un triomphe national. Une affaire classée, l'une des plus anciennes du pays, enfin résolue après un demi-siècle. Les chaînes de télévision ont célébré. La communauté de Sycamore a ressenti un profond sentiment de clôture. La famille Ridulph, y compris le frère aîné de Maria, Charles, a cru que la justice était enfin, miraculeusement, arrivée. Mais sous la surface, quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Au procès en 2012, l'accusation n'avait pas d'ADN. Elle n'avait pas d'empreinte digitale. Elle n'avait aucune preuve matérielle liant Msekulug au crime, à la victime ou au corps. Elle n'avait pas d'échantillon de cheveux, pas de fibres, pas d'armes du crime et pas de confession. Elle n'avait qu'un seul témoin, un souvenir de 1957. Mais Cathy, émue à la barre après toutes ces années, a témoigné qu'elle était certaine que Jacques Msekulug était l'homme. L'argumentation de l'accusation reposait sur le discrédit de l'alibi de Msekulug de 1957, suggérant que les anciens dossiers n'étaient pas fiables ou qu'il aurait pu faire le trajet de Rockford à Sycamore et retour dans une fenêtre de temps incroyablement courte. C'était suffisant. En 2012, Jacques Msekulug a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Maria et condamné à la prison à vie. La ville a célébré. Un mystère de 55 ans était résolu. Sauf que, ce n'était pas le cas. Un nouveau procureur d'État, Stethes Attorney, Clay Rowling, a été élu dans le comté de DeKalb. Il était troublé par l'affaire et a commencé une révision. Il a découvert des preuves qui étaient disponibles, mais qui avaient été ignorées. Il a retrouvé les rapports de police originaux de 1957 qui innocentaient John Tessier. Et il a trouvé la preuve irréfutable, des relevés téléphoniques. Pas n'importe quel relevé, mais des relevés détaillés de la compagnie de téléphone récemment découvert. Il prouvait que Jacques Msekulug avait passé un appel en PCV, Collect Call, depuis une cabine téléphonique de la poste du centre-ville de Rockford à 18h57 la nuit du meurtre. Maria a été enlevée entre 18h et 18h30 à Sycamore. En 1957, il était physiquement impossible de parcourir les 65 km, 40 miles, de Sycamore à Rockford, dans la circulation, dans ce laps de temps. Ces documents originaux de l'Air Force le plaçaient également dans un autre état pour des examens médicaux plus tôt ce jour-là. La chronologie que les procureurs avaient insisté être possible, ne l'était pas. C'était impossible. Un juge a examiné la nouvelle affaire. Et en 2016, dans un renversement stupéfiant et dramatique, la condamnation de Jacques Msekulug a été annulée. Le juge l'a déclaré injustement condamné et réellement innocent. Il a été libéré de prison, un vieil homme qui avait été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le tueur de Maria, quel qu'il soit, restait inconnu. Et une affaire autrefois célébrée comme résolue, une blessure que l'on pensait refermée, était maintenant violemment, douloureusement, à nouveau non résolue. Au fil du temps, un suspect différent, plus plausible, a discrètement émergé dans l'esprit de nombreux enquêteurs. Un homme local nommé William Johnny Kriegbaum. Il correspondait à la description de Cathy, peut-être même de plus près que Msekulug ne l'avait jamais fait. Il avait un passé troublant. Il correspondait précisément à la tranche d'âge. Il vivait près de la maison des Ridulph. Sa famille l'appelait même Johnny. Il est mort en 1983, bien avant que l'affaire ne soit rouverte et bien avant que Jacques Msekulug ne soit inculpé. Il n'a jamais été formellement inculpé. Certains enquêteurs, et l'équipe de défense de Msekulug elle-même, pensent qu'il était le véritable ravisseur. Mais sans preuve, la vérité reste hors de portée. Pendant des décennies, Sycamore a été une ville hantée par le souvenir d'une enfant enlevée trop tôt. La famille Ridulph n'a jamais trouvé la vraie paix. Les frères et sœurs de Maria, qui avaient assisté au procès de 2012 en croyant avoir trouvé l'homme, se retrouvaient maintenant avec rien d'autre que le doute et la colère. Jacques Msekulug a perdu des années de sa vie, sa réputation et ses économies, pour un crime qu'il n'a pas commis. Et la véritable identité de Johnny,
L'homme qui s'est arrêté par une soirée d'hiver glacial pour parler à 2 petites filles reste inconnu. C'est l'histoire d'une enfant volée, d'une ville ébranlée, d'un homme injustement condamné et d'un tueur qui s'en est tiré indemne, vivant et mourant probablement sans jamais avoir fait face à la justice. L'affaire de Maria Elizabeth reste l'une des plus compliquées et tragiques de l'histoire criminelle américaine. C'est un rappel puissant et douloureux que la justice, lorsqu'elle est bâtie sur de fragiles souvenirs vieux de 50 ans et des preuves incomplètes et manipulées, peut s'effondrer sous son propre poids. C'est une histoire de deuil, de confusion et d'incertitude déchirante. Une affaire résolue, puis non résolue à nouveau. Un procès gagné, puis effacé. Une famille à qui on a donné une clôture, puis replongée dans l'obscurité. Cela nous force à demander, comment chercher la justice lorsque le temps, et les personnes qui la cherchent, effacent la vérité? Que pensez-vous qu'il se soit réellement passé dans cette affaire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, mais veuillez rester respectueux de la victime et de sa famille. Si vous souhaitez voir plus d'enquêtes sur des affaires classées comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour que plus de gens puissent découvrir ces histoires. Si vous avez des informations relatives à cette affaire, même des décennies plus tard, contactez les autorités listées dans les sources officielles. Même un petit détail peut faire la différence.